Bonjour, bienvenue sur le petit podcast. Je suis Jérémy, kinésithérapeute et passionné de pédiatrie. Bienvenue dans ce podcast où je vous accompagnerai dans les interviews des professionnels de santé qui touchent à la pédiatrie. On va ici découvrir et agrandir nos connaissances sur toutes les prises en charge possibles qui tournent autour de nos enfants. Merci pour votre confiance et votre présence sur notre podcast et en avant, ensemble, pour le prochain épisode. Bonjour à tous, bienvenue sur le petit podcast. Merci pour votre intérêt. Aujourd'hui, on aura la chance de parler encore une fois pédiatrie. Je vous le rappelle, on parle médecine, médicale, paramédicale et également médecine parallèle. Aujourd'hui, on va parler orthodontie avec Cathy Rigaud qui nous vient du cabinet Serenitis. On aura également la chance d'accueillir Martine Floimont qui est sa collègue, une approche pluridisciplinaire de l'orthodontie avec tous des corps de métiers différents. On va aborder divers sujets, notamment les freins restrictifs qui sont un sujet au cœur de beaucoup de débats aujourd'hui. Des conseils donnés aux parents, des conseils également donnés aux professionnels pour que tout le monde puisse travailler en cohésion et dans le même sens. Bonjour Cathy. Bonjour. Alors, je vais me permettre de te tutoyer parce que l'idée, c'est de mettre une petite ambiance un peu sociable et surtout accessible pour tout le monde. Donc, on part sur le tutoiement si ça te va. Bien sûr, pas de problème. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter d'un point de vue privé et puis surtout au niveau professionnel? Donc, je m'appelle Cathy Rigaud, j'ai fait mes études de dentisterie à l'ULB et puis j'ai fait ma spécialisation en orthodontie à la fois en France et à la fois en Italie. Ah oui, ok. Donc ça, tu as fait dans toutes les langues et Voilà, tu es sûr d'avoir bien compris, quoi. voilà. Ok. J'ai vu sur ton site que tu expliquais que vous aviez une approche un peu particulière de l'orthodontie. J'aimerais que tu nous expliques c'est quoi la différence entre un orthodontiste qui est dit classique et toi tu parles d'airway focus, un orthodontiste qui est dit respiratoire. Depuis toujours, de toute façon, on a été en Belgique, en tout cas au départ, très fonctionnaliste. C'est-à-dire que on avait une approche fonctionnelle, donc respiration, ventilation, au niveau de l'orthodontie, mais elle est peu utilisée aujourd'hui alors qu'elle est le référentiel, à mon sens, fondamental. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que comme la croissance est influencée avant tout par la fonction respiratoire, le but du jeu de l'orthodontie, c'est d'essayer d'avoir les meilleures mâchoires possibles pour avoir une meilleure respiration possible. Ah oui, donc toi tu vas peut-être plus axer les choses sur la fonction que plus sur ce côté esthétique finalement Oui, qu'on a tendance à mettre en avant dans l'orthodontie, c'est vrai. exactement. Donc en fait, il faut, on va dire, un sourire pour mieux respirer, je vais dire. Donc il faut allier la fonction et l'esthétique. Mais si on devait faire un choix, s'il y a deux petites dents qui doivent se chevaucher, mieux vaudrait deux petites dents qui se chevauchent et une bonne fonction. C'est vrai. C'est très joliment dit. Et donc toi, tu nous viens de quelle région? Alors, originairement de Fleurus. Oui. Et puis là, j'ai émigré vers le fin fond de la province de Namur, puisque Ouais. j'habite dans la vallée de la Molinier. Ah oui, ok, oui, oui, effectivement, c'est rien à Une voir. retraite. Ok, et donc tu travailles chez Serenity, c'est ça? Mhm, oui. Ça, c'est le nom du cabinet. Oui, Ok. Et qui est où, du coup, Serenity, il est basé à où? Waterloo. À Waterloo. Ok. Et j'ai vu également sur ton site qu'il y avait Elsa. Elsa, c'est quoi? Alors, ELSA, c'est l'organisme de formation que nous avons créé. C'est Educational Sleep Lingual Airway Academy. Ok. Donc, en gros, c'était le but de la création d'ELSA, c'était de réunir des professionnels de santé autour de la respiration, de la fonction et de créer des réseaux pour qu'on puisse travailler en équipe et que Ok. les petits patients puissent être suivis à tous les niveaux, que ça soit kiné, ostéopathe, dentisterie, orthodontie, pédiatrie, vraiment, vraiment avoir un team spirit, on va dire. Ah ouais, génial. Ça, c'est vraiment ce que je prône également. Et c'est d'ailleurs un peu l'idée aussi du petit podcast, c'est de montrer un peu finalement ce que chacun fait dans sa profession. Et donc voilà, donc c'est un peu dans la même mouvance. C'est vraiment plaisant à entendre. Donc toi, tu travailles chez Serenitis. Donc à Serenitis, tu es uniquement orthodontiste et formatrice en même temps, ou est-ce que tu chapeautes toute l'équipe? Je chapeaute toute l'équipe. Ok. Je chapeaute toute l'équipe et en fait, Serenitis,
Serenities, hein, tu vois, Oui, des oui. dents pour vivre en toute sérénité, dans tous les sens du terme. Le concept de base, c'était à un moment donné, je pense que c'était il y a plus de 10 ans que l'idée est née, ou à peu près, en disant: «Bon maintenant, OK, j'ai milité toute seule dans mon petit coin, mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'autre» et ma fille, a fait la dentisterie et donc on s'est vraiment regroupés et on a pensé quand c'était le moment où elle terminait, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que, on reste ici ou est-ce que tu as une idée plus globale de ce qu'on Mmh. voudrait faire? Et elle m'a dit: «Mais écoute moi, l'orthodontie, comme toi tu l'entends Héroï Focus, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important et on va vraiment partir là-dessus». Donc moi j'ai fait une formation, en Australie pour autour des bébés, la frénectomie, on en parlera après et puis Estelle, elle a fait une formation, aux États-Unis, au Cheng Institute dans tout ce qui est laser, pour pouvoir travailler au laser et puis, là maintenant elle termine un doctorat en médecine du sommeil et Ouais. donc on s'est vraiment, heu, dit voilà, Waterloo ça nous paraissait être une bonne base. D'abord parce que je voulais pas aller jusque Bruxelles pour les embouteillages, mais D'accord. c'était pou de pouvoir en fait, avoir, la globalité au niveau belge et de pouvoir drainer un peu des gens un peu partout et surtout de pouvoir à ce moment-là être une base pour les équipes pluridisciplinaires qu'on forme. Mmh. Pour le moment, on a des formations en France, on a commencé des formations en Suisse, mais c'est toujours la même chose. C'est créer autour des professionnels de la santé un réseau, les aider à mettre en forme un réseau, à travailler ensemble dans des objectifs communs et avec une thérapie commune. Eh ben. Vous écoutez le petit podcast. En tout cas, vous êtes vraiment international quand j'entends. Il y en a qui ont été en Australie, en France, en Italie et maintenant vous repartez dans l'autre sens à les former, Oui, dans tous les pays possibles. Ça fait plaisir, hein, comme quoi la Belgique, on est là, hein. voilà. À partir de quel âge, on peut prendre en charge un enfant en orthodontie et surtout, à quel âge on doit commencer à se poser des questions sur son enfant par rapport à toute la sphère, orthodontique? Alors, les plus jeunes qu'on prend en charge, ils ont à peu près 3 ans et demi. OK. Ne seront appareillés que les enfants qui présentent un problème important et quand je dis un problème important, c'est des gros troubles, alimentaires ou des gros troubles respiratoires, et par la même occasion, des gros troubles du sommeil. Donc on travaille beaucoup avec, Jean-Benoît Martineau qui est, pneumologue pédiatrique et qui fait passer les tests du sommeil, à Bouge, je pense, ou à Sainte-Élisabeth, je ne me rappelle plus, un des 2. Et en fait, quand on a un enfant qui est vraiment, en gros problème, d'apnée et de problèmes obstructifs respiratoires, on l'appareillera plus tôt. Sinon, on essaye, d'avoir des enfants qui soient collaborants, donc on va commencer vers 4 ans et demi, 5 ans. Ah oui. Sachant que dans, les nombreuses études, et qui ne sont pas récentes, les 85 de la croissance de la partie moyenne de la face est formée à 5 ans et donc plus on va agir aux environs des 5 ans, plus on va être efficace. Trop tôt, c'est parfois très compliqué avec des enfants qui n'en ont pas le besoin, hein. Quand ils ont 3 ans et demi et qu'il y a pas vraiment un gros problème, c'est parfois un peu compliqué. Mmh. Mais quand il y a un gros problème respiratoire ou ventilatoire, le fait de les appareiller va faire changer le comportement de l'enfant et l'améliorer et donc, dans ces cas-là, on n'hésite pas et on y va. OK et justement, c'est quoi les signes pour le parent, de se dire: «Tiens, je vois que mon enfant, a ce problème-là ou là, je devrais peut-être aller voir un orthodontiste»? Parce que peut-être que finalement, si on ne voit pas les signes, il y a rien qui va engendrer évidemment cette démarche. Alors, d'abord, il faudrait, pour bien faire, ne plus avoir de tutute. De tout de suite. D'accord? Les fameuses tututes, l'idéal, la tutute, elle doit disparaître à 1 an. Ah oui. Doit disparaître à 1 an, à 18 mois, voire 2 ans grand maximum, les biberons. Ah oui. Parce que tout ce qui va garder une succion, une forme de succion, va empêcher la langue de bien monter au niveau du palais et donc ne va pas faire son travail d'élargissement. C'est le seul moteur de développement du palais, c'est l'appui de la langue à la respiration, à la déglutition et dans certains cas pour la phonation. Donc si on a une tutute en permanence, mais cette tutute abaisse la langue et donc va empêcher le travail de modelage de l'arcade supérieure. OK. Or, le maxillaire supérieur, si c'est le plafond de la pièce, beh, c'est aussi le plancher des fosses nasales. Donc si j'ai un maxillaire qui ne se développe pas,
je vais avoir des fosses nasales qui seront étroites. Ok. Et Pour donc, les parents, excuse-moi, le maxillaire, on est d'accord, c'est la mâchoire supérieure. c'est Donc, l'os voilà, qui... l'os de la mâchoire ici. Donc, si la mâchoire du haut ne s'élargit pas, eh bien, en fait, la base du nez ne s'élargira pas non plus. Et donc, on va avoir une difficulté à respirer convenablement par le nez. En plus, s'il y a une tutute, ben, la bouche est tout à fait ouverte, totalement ouverte, puisqu'il y a la tutute. Surtout les enfants qui parlent en mettant leur tute sur le côté, là, tu vois, qui gardent la tutute et qui Donc, parlent. c'est déjà une première chose à regarder. Voilà, donc des choses comme ça. Donc une tétine devrait avoir disparu très tôt Mhm. et une alimentation au biberon devrait disparaître très tôt. Ok. Ça, c'est une première chose. Alors, les dents de lait, les petites dents de lait devraient être toutes écartées. Quand un enfant sourit, si les dents de lait sont bien serrées, bien collées, souvent les parents disent «Oh, il avait toutes des belles petites perles quand il était petit, c'était tellement beau». Ben non, c'est déjà un problème. Ah oui. Alors, si je fais un parallèle un peu facile, c'est comme si on avait un parking. Et sur le parking, on a toutes des petites Fiat. Ben, si toutes les petites Fiat sont bien espacées, quand les gros bus arrivent, c'est parfait. Si les petites Fiat sont toutes collées, quand le gros bus arrive, ben, il prend la place de 2 Fiat. Ah oui. Et donc, ça pose problème. Et donc, ça pose problème. Ok. Donc, on sait déjà voir très tôt, donc à partir de 3 ans, un enfant qui aurait des dents de lait toutes serrées, c'est déjà un souci à venir. Ok. Et dans ce cas-là, on peut faire quoi si à l'âge de 3 ans, on a déjà les dents serrées? Est-ce qu'on peut les écarter? Oui. Ah oui. Et donc en fonction de l'enfant, on va dire, on commence déjà avec des appareils d'expansion, donc des appareils pour élargir la mâchoire. Et il faut élargir et le haut et le bas pour qu'il y ait une correspondance entre les deux. Ça se fait très facilement. Les enfants, quand ils ont bien compris, ils s'adaptent très facilement. Et franchement, parfois, quand on enlève l'appareil, il y en a qui leur manque quelque chose. Comme quoi, on s'adapte à tout. Mais justement, par rapport à cette adaptation, parce que tu me parlais avant, enfin, quand on s'était rencontrés avant le podcast, comme quoi c'était pas vraiment toujours l'enfant qui était stressé de venir chez l'orthodontiste, c'était les parents qui Oui. étaient plus stressés que l'enfant. J'aimerais que tu nous parles un peu de ça, parce qu'on a déjà parlé de ça avec Iris, qu'on a eu dans un podcast ultérieur, que je vous invite d'ailleurs à redécouvrir ou à découvrir sur notre chaîne. Comme quoi le parent était plus stressé que l'enfant, et donc c'était encore finalement lui qui amenait ce stress à l'enfant. Mais il y a, on va dire, un vécu parental et dans la population en général, un vécu, je vais dire, commun où le dentiste, ça fait mal. Ah Donc oui, déjà, ou un papa ou une maman dans la salle d'attente qui dit: «Ah, c'est pas ça, le dentiste va faire une piqûre, hein». Donc on a vraiment cet aspect, le dentiste, ça fait mal. c'est vrai. Et donc, ils sont très stressés par rapport à la douleur que ça pourrait éventuellement générer et comment l'enfant va gérer son appareil. Et en fait, les enfants n'ont pas, eux, d'a priori. Et quand ils sont petits comme ça, quand c'est bien expliqué, bien montré, les appareils qu'on utilise sont très fins, très doux et ils sont fixés. Comme ça, on n'a pas ce problème du papa ou de la maman qui ait peur que l'enfant s'étouffe avec l'appareil ou que l'appareil soit perdu parce qu'il faut l'enlever à l'école pour manger ou des choses comme ça. Ils sont fixés et ils sont dessinés au laboratoire vraiment d'une façon individuelle, donc ils n'encombrent pas. C'est pas douloureux à la pose, pas du tout, ils ne sentent absolument rien. Ils sont un petit peu gênés par le goût de la colle au moment où on place l'appareil. D'ailleurs, au cabinet, on dit en bon belge, tu vas voir, la colle, elle a un goût de chicon, parce que les enfants, souvent, ils n'aiment pas les chicons. La colle a un goût de chicon, mais tu vas voir, dans 2 minutes, tu pourras rincer et ça sera parti. Et ça se passe vraiment très, très bien. Ok, et il y a vraiment un coup de chicon? Oui, franchement, alors c'est vraiment, en fait, c'est amer. Et ce qui nous Ah oui, est d'accord. venu à l'idée le plus, c'était chicon, parce que souvent, c'est très rare que les enfants à cet âge-là, ils aiment les chicons. C'est Donc, tout à fait vrai. Tu nous parlais du maxillaire qui était important parce que on avait jusqu'à 5 ans finalement pour agir sur le développement de la face. Et j'aurais aimé que tu nous parles un peu de quel est le lien entre la respiration, la posture et la croissance du visage, donc qui est jusqu'à 5 ans, enfin principalement jusqu'à 5 ans. Quel est le lien vraiment entre respiration, posture et croissance de la face? donc en fait, il y a une partie à la croissance qui est génétique et une partie à la croissance qui est ce qu'on appelle épigénétique et fonctionnelle. Sur la génétique, on ne sait rien faire, évidemment. Et donc ça, tout se passe in utero. Mais si déjà on a une restriction de la langue, de la mobilité de la langue in utero, on a déjà un bébé qui naît avec un palais plus étroit. Donc on va essayer en fait de promouvoir le fait que la langue monte, puisque j'ai dit tout à l'heure, ça s'appelle la théorie des matrices fonctionnelles de Mohs.
s'il n'y a pas de sollicitation pour que l'os croît, eh bien, l'os ne grandira pas. Autrement dit, pas d'œil, pas d'orbite. Un bébé qui naîtrait sans œil, si on ne met pas un œil artificiel et qu'on va faire grandir au fur et à mesure, l'os ne grandira pas. C'est exactement la même chose avec la langue. Si la langue ne s'appuie pas contre le palais, il n'y aura aucun développement de ce palais. Ah oui. Et donc, on va essayer de faire tout pour que cette langue puisse monter. Donc, dans un premier temps, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est l'allaitement. Après, l'allaitement est un choix maternel, choix que je ne discuterai pas, voilà. Et il peut y avoir aussi un problème parce que l'allaitement ne se passe pas bien. Alors, si on a les bébés relativement tôt au cabinet, parfois on peut mettre des choses en place pour redynamiser ou refaire partir cet allaitement, mais dans certains cas, l'allaitement a été arrêté et on ne saura plus y revenir. Donc à ce moment-là, on va essayer de choisir le meilleur biberon possible, puisque tous les biberons ne se valent pas, et c'est toujours la même chose. Le but du jeu, c'est que ça ne soit pas quelque chose qui soit passif. L'alimentation ne devrait pas être, en toutes circonstances, même pour nous adultes, ne devrait pas être passive, mais un acte conscient et tu sais bien aussi qu'on dit toujours que pour avoir une satiété, pour des choses comme ça, il faut mastiquer un certain nombre de temps. Ici, c'est pareil. Donc, au fur et à mesure, on va mettre des outils en place avec les petits, donc plus de biberons, plus de tétines à partir d'un certain âge. On va faire des exercices pour la langue. Ça, Martine en parlera après, et comment on arrive à travailler avec les petits sans avoir besoin de mettre un appareil. Mais il arrive à un moment donné où toutes les dents sont sorties, elles sont toutes bien serrées, il y a eu des tétines longtemps, et donc il y a pas d'emboîtement, ou il y a un emboîtement qui ne se fait pas correctement. Si on le laisse comme ça, en fait, on va avoir une croissance de la face qui va se faire d'une façon asymétrique. Ok. Le but du jeu, en fait, avec ces petits appareils, c'est vraiment de redonner la largeur à la mâchoire qu'il devrait avoir pour tel âge. Ça ne veut pas dire que quand on a fait une première expansion, donc un premier élargissement, on ne devra pas en refaire un suivant. Nous, on va redonner la largeur qui serait normale, par exemple à 4 ans ou à 5 ans. On ne va pas faire une mâchoire comme ça sur un petit bouchon. Ouais. Alors pourquoi est-ce que c'est important que la langue monte? Mais parce que par la pression de la langue, quand j'ai dit à la respiration, à la mastication, à la respiration, à la phonation, cet appui lingual va permettre un développement harmonieux et bien large au niveau du palais. Et comme le palais, au-dessus, c'est les fosses nasales, va avoir un impact sur le développement des fosses nasales et donc une respiration qu'on voudrait nasale complète, c'est donc une ventilation nasale complète. Ok. Par la même occasion, cette ventilation nasale complète avec la langue qui s'appuie contre le palais va avoir des impacts importants d'un point de vue de la relaxation. On arrive à se relaxer correctement que si la langue est bien collée contre le palais, parce que par l'intermédiaire de l'appui de la langue contre le palais, on envoie via ce qu'on appelle les membranes au niveau cérébral, on envoie un message au cerveau qui dit « je vais bien, tout va bien ». Et donc, on peut se poser, c'est ce qu'on appelle le système parasympathique. C'est aussi l'importance que ça va donner au niveau du sommeil. Si ma langue est bien contre mon palais et qu'elle fait bien une espèce de ventouse, je dégage complètement mon système, mon couloir respiratoire, ce qui va permettre de rentrer dans un sommeil profond avec une ventilation correcte et pas une langue qui descend avec des obstructions, des apnées, des hypopnées du sommeil. Ok. Tu parlais je fais juste une petite parenthèse, tu parlais de Martine pour nos auditeurs. Martine, donc, est ta collaboratrice qui est kiné pédiatrique, qui aussi travaille dans toute cette sphère myofonctionnelle, qui viendra nous rejoindre tout à l'heure. Et je vous invite à nous écouter parce qu'on aura un vrai moment d'échange pluridisciplinaire tout à l'heure. D'accord, donc j'ai bien saisi l'idée de l'appui de la langue sur le palais et son importance au niveau des fosses nasales. J'aimerais juste vraiment qu'on aborde peut-être plus le côté postural. Quel est l'impact finalement de la posture de l'enfant? Là, on parle déjà peut-être des enfants qui sont peut-être un peu plus grands. Oui. À partir de la langue, quel est finalement l'impact? On parle de tout le corps, alors qu'on parle juste d'un appui de la langue tout en haut. C'est toujours la même chose. Donc, le cerveau va donner la priorité à la respiration. Sur une pyramide fonctionnelle, la partie supérieure et la partie basale plutôt, qui va permettre à toute cette pyramide de fonctionner, c'est la respiration. Donc, le cerveau va tout faire pour pouvoir respirer au maximum. Donc, si j'ai ma langue qui est basse,
mon couloir respiratoire va être un petit peu restreint. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un enroulement des épaules et une projection du cou vers l'avant pour pouvoir dégager mon couloir respiratoire. Ah oui. Et donc, ce fait d'enrouler les épaules, mais ça donne des enfants qui ont une posture un petit peu voûtée. Ajoutons à ça les tablettes, passons. Mais ça va donner une posture voûtée et un enroulement pour pouvoir dégager le couloir Ah oui. respiratoire. Et donc tout ça va impacter au niveau des vertèbres cervicales, puisque si je projette comme ça, je fais un pincement au niveau des vertèbres cervicales et on va avoir des postures un peu comme on a chez les personnes vieillissantes qui ont perdu de la hauteur, un peu en skieur, quoi, avec Je vois. cette hyperlordose et cette courbure accentuée. Dans certains cas, avec ce qu'on appelle les articulés croisés, donc la mâchoire du haut qui ne s'est pas assez développée et qui s'emboîte de travers, on déclenche aussi des positions scoliotiques qui donneront des scolioses fixées plus tard. Pardon. Ah, ok, donc en fait, c'est toute une chaîne compensatoire qui vient se passer juste pour libérer en fait Oui. ce couloir respiratoire. Ça fait Ok. partie, en fait, la langue fait partie en fait, de ce qu'on appelle la chaîne antérieure au niveau des fascias. Et donc, on va avoir toute une espèce de traction musculaire qui va compenser le fait que cette langue ne sache pas monter correctement. Ok. Vous écoutez le petit podcast. Tu parles beaucoup de langue qui ne sait pas monter. Juste passer un petit temps sur ce mot. Ne sait pas monter, c'est la même chose que ne sait pas appuyer par rapport à ce que... Oui, elle ne sait pas expliquer. s'élever et faire ce qu'on appelle une ventouse au niveau du palais. Ok. Donc, si mon palais est comme ça, ma langue, elle devrait venir vraiment faire c'est comme une Ok. petite Et ventouse. avec une tétine, c'est impossible malgré la Impossible. tétine, de venir se placer. Impossible. Ah oui. Quelle que soit la tétine, les soi-disant tétines orthodontiques, on ne dira pas de marque, mais plus elles sont D'accord. grosses, pire c'est évidemment, D'accord. parce que si j'ai une boule comme ça et j'ai ma langue, ben forcément ça n'ira pas. Et les tétines orthodontiques, soi-disant plates, elles sont quand même relativement rigides et de toute façon, il y aura quand même une interposition entre le palais et la langue. Et nous, Ouais, ce ouais. qu'on veut, c'est que la langue fasse vraiment petite Coller. ventouse. Oui. Ok. Donc ça, c'est quand on vient respirer simplement. Quand vous parlez de la phonation aussi, la langue vient pousser. Pour certains sons, il faut avoir une langue qui soit tonique et qui dirige l'air du bon côté. Hmm. Si j'ai une tétine trop longtemps, la langue n'ayant pas l'habitude de faire ventouse, la langue, c'est 17 muscles. Et donc, c'est vraiment une faiblesse musculaire et ça empêche la langue de fonctionner de la bonne façon, d'envoyer les sons de la bonne façon. Mhm. Si en plus, mon maxillaire, donc ma mâchoire supérieure, est vraiment très étroite, mais ma langue n'aura même pas de place pour se mettre, pour faire convenablement le son. Donc, elle sera probablement pas musclée assez, mais en plus, elle n'aura pas la possibilité de mettre dans la bonne position. Ok. Et le troisième élément, c'était par rapport à l'allaitement. Je ne cerne pas le lien qu'il y a entre le fait de dire si on fait l'allaitement, on aura plus d'appui au niveau du palais que le biberon, parce que finalement, un biberon aussi, on doit venir téter le biberon. Alors ça, c'est pas vrai parce que la plupart des biberons, t'appuies, ça coule tout seul. Ok. Donc si le bébé n'a pas une force musculaire suffisante mais vient simplement mordre, Ah oui. en fait, en mordant, il génère le flux de lait. Ah oui. Très peu de biberons nécessitent d'avoir une langue qui soit vraiment bien musclée, ça c'est une chose. Et en fait, à l'allaitement, ce qui va se passer, c'est que bébé va prendre toute l'aréole en bouche et va pouvoir étirer le mamelon jusqu'à la fin du palais. Et dans ce cas-là, il va vraiment plaquer et étirer le mamelon jusqu'à la limite entre le palais dur et le palais mou. Ah oui. Et donc, on a vraiment cette langue qui fonctionne tout à fait d'une façon différente. L'espace n'est pas du tout le même. Dans un allaitement, on a en plus une pression négative, c'est-à-dire que en fait c'est comme un petit siphon. L'enfant avec la position où il met la langue va aspirer le lait et l'aspiration va être maintenue par la pression négative qui se met à l'intérieur de la bouche, qui fait que en fait le lait va une fois qu'il va être amorcé, va continuer à couler rien qu'avec le mouvement de la langue. C'est important aussi par rapport à un biberon où il n'y aura jamais de pression négative. Et pour donner le biberon à un enfant, il faudrait toujours le donner d'une façon spécifique. On en reparlera tout à l'heure, mais parce que justement, il n'y a pas de pression négative et on a alors une remontée de lait dans certains cas au niveau de la trompe d'Eustache avec des otites à répétition, etc. Ok. Et donc, avec tout ça maintenant qu'on connaît, je veux dire, vous en parlez, je m'imagine qu'il y a eu des études et on a examiné un peu tout ça. Comment ça se fait que les concepteurs de biberons n'ont pas encore trouvé, je veux dire, un embout qui pourrait correspondre au maximum à ce système, comme vous expliquez, d'aller vraiment chercher jusqu'au fond de la langue, d'avoir un système de succion maximum. Alors nous, on en conseille un, mais je ne sais pas si je peux dire la marque, donc Vous je vais pas pouvez le dire la marque, Je peux oui. dire la marque. Donc pour nous, le biberon idéal, c'est le Dr Brown.
Dr Brown. avec un col étroit. Parce que c'est un des rares biberons où l'enfant va pouvoir avaler, entre guillemets, toute la tétine comme sur un sein maternel, Mhm. sachant bien que de toute façon, il n'y a aucune matière à l'heure actuelle qui peut donner la même élasticité, la même souplesse et la Mm. même qualité qu'un sein et qu'un mamelon. Par contre, il faut proscrire, pardon, tous les biberons avec un col large. Parce Ok. que c'est censé représenter le sein de maman, mais il n'y a jamais aucun sein qui sera comme ça. D'accord. Donc, je D'accord. peux dire les biberons qui ne vont pas ou pas? On va Non. peut-être pas dire les biberons qui ne vont pas, mais en tout cas, Donc pas les mentionner biberons à Dr voilà, Brown. pas les biberons à col large qui sont censés faire, le sein de maman et il y a aussi beaucoup de biberons instagrammables qui ne sont pas des biberons qui devraient être conseillés parce que justement ils ne sont pas, efficaces d'un point de vue fonctionnel. C'est toujours la même chose. C'est pas parce qu'ils sont jolis, qu'ils sont beaux, qu'ils ont les belles couleurs et qui sont, soi-disant le plus physiologiques possible qu'ils le sont vraiment. D'accord. Donc là, il y a des études, beaucoup d'études qui ont été faites sur 29 biberons différents. Il y a aussi l'importance d'avoir dans les biberons en fait le perçage de la tétine. Il y a plusieurs façons de faire le perçage, mais ils ont calibré sur 29 biberons différents. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on conseille le Dr Brown parce que dans toute l'étude, c'est le seul dont le perçage est reproductible à 95%. Ah oui. Dans certains biberons, le perçage varie de plus de 50% de variation. Ah Donc oui. sur une tétine 1, par exemple, ben, on n'aura absolument pas le même flux. Ah oui, ok, je comprends. Je tiens juste à souligner, parce qu'on va ici, notamment avec Martine tout à l'heure, et dans la conversation, nommer des marques, et je pense que c'est important de le dire, qu'on n'est pas sponsorisé Oui, par ces marques, et que si vous mentionnez ces marques, c'est juste parce que au niveau professionnel, vous avez la conviction que ce sont les meilleurs, et non pas parce qu'il y a un sponsor ou quelque chose derrière. Je tout pense que à c'est fait, important de le mentionner. tout à fait. J'entends bien qu'il faut enlever la tétine avant 1 an. La grosse question qu'on se pose, c'est toujours ce stress. Ok, j'enlève la tétine, mais si mon enfant trouve son pouce, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en fait, si la succion est un besoin jusqu'à 6 mois, Oui. si la langue fonctionne bien, après ça, elle va faire le pendant à la tétine. Donc si bébé sait utiliser sa langue et l'appuie bien contre son palais, il va être suffisamment en sécurité pour ne plus avoir besoin de sa tétine. Ah oui. Et donc on va essayer à 6 mois de faire un changement entre la tétine et autre chose. Martine parlera tout à l'heure de ce qu'on appelle les chi-8 tubes, donc les petits trucs à chiquer comme les anneaux de dentition et les choses comme ça. Mais on va dire que c'est plus un stress parental aussi, que si ça ne va pas, il va falloir avoir la tétine tout près. Et donc, je dirais qu'on a une tolérance jusqu'à 1 an. Il ne faut pas quand même Ouais, être ouais. rédhibitoire. Il y a des enfants qui ont plus besoin de tétine, des enfants qui sont chez les enfants malades ou les enfants avec des gros problèmes, on va dire, de pathologie. Il faut quand même rester dans le fait que ça doit quand même être un confort pour l'enfant et on doit Oui. toujours pouvoir les réassurer. C'est toujours un peu patient dépendant. C'est quand même tout le monde, on n'est pas tous les mêmes, et que ça dépend un peu de cas par cas. Exactement. Ça dépend du contexte familial, ça dépend du contexte de stress. C'est toujours la même chose. La succion, c'est une compensation. Ouais, ouais, je Donc comprends voilà. bien. Il y en a que c'est une habitude et il y en a que c'est une compensation. Mais par rapport au pouce, du coup, parce que c'est succion du pouce, une fois qu'il est engagé, on ne sait plus enlever son pouce. On sait enlever son pouce, donc de toute façon, c'est. Je veux dire que c'est rare quand il y a une tétine qui a un pouce derrière. Ah oui. Quand ils doivent sucer leur pouce, ils le font tout de suite. Ah oui, ok. Et moi, je me souviens de mon fils, il suçait déjà son pouce sur les échographies. À la maths, je me suis dit, ah non, 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 une tétine. Il crachait la tétine. Ah Et oui. il a craché la tétine. J'ai beau tout essayer. Il aurait fallu que je mette un papier collant, mais bon. Mais ça a été son pouce. Et à un moment donné, il a dit, il était un petit peu plus grand, mais il a dit, j'en ai plus besoin. Ah oui. Donc c'est vraiment un besoin. Mais quand ils sont enracinés pouce, c'est pas quand on a supprimé une tétine trop vite. Ils ont déjà choisi le pouce dès le départ. D'accord. On a déjà un peu répondu à la question, mais comment est-ce qu'on peut prévenir un traitement orthodontique plus lourd en intervenant tôt? Donc, qu'est-ce qui fait qu'on voit qu'il y a un problème? Qu'est-ce qu'on peut déjà mettre avant qu'il y ait vraiment une intervention plus lourde plus tard?
Et donc, comme je te disais tout à l'heure, en fait, priorité à la respiration et à la position de la langue. Donc, il faut une mâchoire supérieure qui soit suffisamment large. Donc, on va faire de l'élargissement de la mâchoire du haut, l'élargissement de la mâchoire du bas, Mhm. pour que cette petite dent, ce petit parking soit préparé pour les gros bus. Et on va essayer de travailler sur le décalage entre le haut et le bas. On a décalage dans le sens sagittal, qu'on appelle comme ça, et dans le sens latéral. Donc, dans le sens latéral, c'est en élargissant. Dans le sens sagittal, c'est plus compliqué parce qu'il y a une partie génétique. Ah oui. Donc, l'idéal, c'est quand même d'essayer au maximum d'avoir la bonne largeur pour pouvoir mettre toutes les dents. Et après, dans une optique de travailler vers 7-8 ans, à ce moment-là, on va travailler sur l'avancée de la mâchoire. Ok. Plus on commencera tôt et plus on va stimuler tôt, moins on risque d'avoir de chances d'avoir un traitement lourd. Toutefois, si on a des parents qui génétiquement avaient tous les deux des mâchoires très en arrière et qui ont dû subir tous les deux une intervention pour avancer la mâchoire, on va peut-être diminuer la quantité d'intervention, mais il y a beaucoup de chances qu'il faudra quand même une intervention pour finaliser l'occlusion chez un enfant où les deux parents, en tout cas, on ne sait pas changer la base génétique. Oui, ça c'est sûr. Donc on va faire engagé tout ce comme qu'on ça. peut pour potentialiser en fait la croissance, mais on n'ira jamais au-delà de ce que la génétique avait prévu. D'accord. Donc la génétique, évidemment, on ne sait pas avoir d'impact dessus. Pas encore. Tu m'avais parlé de ça aussi en amont, mais je ne sais plus si on l'a abordé ici. La respiration buccale chez l'enfant était un des signes importants pour les parents pour voir s'il y a déjà une action qu'on pourrait faire dessus. Et pourquoi la respiration buccale est si catastrophique? Bon, on l'a déjà mentionné avec la langue au palais, mais j'aimerais bien juste qu'on fasse un peu le point sur cette respiration buccale. Alors, la respiration buccale, donc, abaisse la langue. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de réchauffement et de filtration de l'air au niveau du nez, puisque l'enfant, en fait, avale, entre guillemets, directement l'air. D'accord? Donc, il n'y a pas de réchauffement et il n'y a pas de filtration au niveau du nez. Quand on respire par le nez, et qu'on croise un virus, un petit machin comme ça, il faut au corps, au système immunitaire, 72 heures pour éliminer la bestiole, entre guillemets, en question. oui. Quand on respire par la bouche, il faut 172 jours. Ah oui. Donc peu ça plus veut dire long. que le système immunitaire, il est tout le temps sollicité. C'est pour ça que les enfants qui respirent par la bouche, ils sont tout le temps malades. On n'en sort pas. Ils ont fini un rhume, ils recommencent. C'est tout le temps la sphère ORL. Ah oui, ok. Ce sont des enfants qui ont toujours le nez qui coule. Ils ont toujours l'air malheureux. Ils sont pâles. Ils ont des cernes. Parce que si je respire par la bouche, je dors pas bien. Si je dors pas bien, je me repose pas. Si je me repose pas, je suis soit fort irritable, agitée. Et là, on va faire un pendant en disant « Ah, mais votre enfant, il est TDAH » et on va partir sur tous les problèmes de 10 machin. Mhm. Et la première chose qu'on devrait voir chez un enfant qu'on qualifie d'hyperactif, c'est « Mais est-ce que cet enfant dort ?» S'il a une respiration buccale, qu'il est cerné, que ses dents ne vont pas bien, qu'il a une tétine et qu'il est tout le temps malade, avant de dire qu'il est TDAH, il faudrait peut-être voir si simplement il n'a pas des troubles du sommeil. Oui, c'est ça. Je trouve qu'à l'heure actuelle, on catégorise vite les enfants et on les met vite dans des cases. Et alors, ah ben c'est pas de sa faute, il est hyperactif, donc, mais non, il a la bouche ouverte, il est cerné, il y a des choses à voir au niveau de l'alimentation aussi. Les enfants, dans le questionnaire qu'on pose, c'est comment ça se passe à table, hein? Il est le premier à avoir fini ou il est le dernier à table? Et alors les parents qui disent: «Ah mon Dieu, quand il arrive pour s'asseoir, pour, manger, je sais jamais quand on va avoir fini. Ses frères et sœurs sont arrivés après, ont fini, ils sont repartis, lui il est toujours à table». Ah oui. Il chipote, la nourriture, est une source de danger au niveau du cerveau qui sait pas comment la gérer et donc ils vont chipoter, ils mangent un petit peu, ils jouent, ils descendent, ils montent, font aller leurs pieds. Il faut leur faire regarder la télé ou quoi que ce soit pour essayer de les occuper et qu'ils pensent pas à manger. Ça commence très, très tôt. Ah oui. Ils disent parfois que ce sont des troubles de l'oralité. Un trouble de l'oralité, c'est pas ça. Ici, c'est un enfant qui a du mal à s'alimenter parce que sa langue n'est pas fonctionnelle, parce qu'il respire par la bouche et que son cerveau priorise le fait de ne pas étouffer avec la nourriture parce qu'on ne sait pas avaler et respirer en même temps quand on Mhm. respire par la Ouais, bouche. je comprends. Ils boivent beaucoup en mangeant.
Ils aiment bien la nourriture qui est mixée ou qui est, liquide. Ils savent pas gérer 2 textures. Typiquement des yaourts aux fruits, parce qu'il y a 2 trucs en Ouais, même temps, ouais, donc ouais. c'est compliqué de gérer les 2. Ils vont avoir, le poulet ou la viande en général, c'est trop sec. Donc ils vont aimer les viandes en sauce ou des choses comme ça, pour que ça passe plus facilement. Ouais. Alors soit ils avalent tout rond, soit ils mâchent, ils mâchent, ils mâchent et ils font des boules dans leurs joues. On retrouve des espèces de petits hamsters qui ont gardé une boule, Pour puis à ne un moment pas donné, avaler, quoi. la boule, hop, on la crache parce qu'évidemment ça n'a plus aucun goût et voilà, ce sont toutes des choses qui doivent alerter. On mange pas bien, on dort pas bien, on est irritable, et on est malade tout le temps. Ok. C'est intéressant ce que tu nous disais là, avec le TDAH, parce qu'on en a déjà parlé aussi avec Fanny Aven, qui elle était spécialisée dans l'autisme. D'ailleurs, ce que je vous invite à découvrir sur notre plateforme, parce qu'elle nous faisait remarquer aussi que parfois on avait tendance à vite placer dans la cage TDAH, alors que peut-être qu'il y avait aussi un trouble autistique derrière. Bon, ça c'est dans une autre sphère. Mais voilà, donc ce TDAH, finalement, il ne faut pas trop vite y venir. On a encore un exemple ici avec les troubles de la respiration buccale qui peut avoir un impact sur l'irritabilité et vite se retrouver dans la cage TDAH, alors que peut-être ce n'est pas le cas. Ce qui est triste, en fait, c'est que dans la référence, ou en tout cas dans les tests pour dire qu'un enfant est TDAH, il n'y a aucun test de sommeil. Ah oui. Or, c'est une des seules choses qui peut différencier un vrai TDAH d'un trouble obstructif du sommeil. Ah oui. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'intègre pas chez les enfants, parce que les enfants qui sont qualifiés de TDAH, ils sont mis sous Rilatine ou Ritaline en fonction du pays où on est, qui sont des amphétamines. Hmm. Donc c'est pas anodin. Ouais, Et c'est après, pareil. pour les faire dormir, on leur donne de la mélatonine. Peut-être que si on vérifiait d'abord au point de vue respiratoire et ventilatoire, il y aurait beaucoup moins d'enfants qui seraient mis sous Rilatine. Tout à fait. Ok, merci déjà pour avoir posé ce problème. Si les gens qui réfléchissent à ce questionnement pour les TDAH et les questionnaires qui sont proposés, peut-être qu'il faudrait rajouter du coup cette partie-là. Qu'est-ce que vous proposez en orthodontie du coup pour ces respirateurs buccaux avec les enfants? Mon enfant respire tout le temps par la bouche. Qu'est-ce que je fais avec lui? Je lui dis ferme ta bouche tout le temps. Non, et on met pas du tape non plus. Non plus. Donc en fait, on va faire une première évaluation en orthodontie et on va voir en fait quelle est la priorité. Alors, est-ce qu'on fait un examen complet quand ils viennent au cabinet et on examine le cavum, donc amygdale, végétation, etc. Alors, est-ce que l'enfant ronfle? Est-ce qu'il est souvent malade? Est-ce que ses amygdales sont énormes? Ben, on va commencer par référer à l'ORL. Mhm. Les amygdales, les végétations, ça a été géré. Malgré tout, la respiration reste buccale. Est-ce que la langue est mobile? Est-ce qu'elle est tonique? Est-ce qu'elle fonctionne bien ou pas? Normalement, elle ne doit pas bien fonctionner dans ce cas-là. Et alors, la priorité, ce sera à l'expansion à l'orthodontie. D'abord de la largeur pour que derrière, la thérapeute ou le thérapeute myofonctionnel, que ça soit kiné ou logopède, puisse venir travailler sur la position de la langue. Moi, je dis souvent aux parents, en fait, si vous avez une boîte et que vous voulez faire rentrer un chat, bah, le chat, il va pas rentrer si la boîte est trop petite. Donc, d'abord, on agrandit la boîte et puis on fait rentrer le chat. D'accord. Parfois, on a des enfants, ça fait 2 ans qu'ils sont chez la logopède et je dis, mais ils respirent toujours par la bouche. Oui, mais ça fait 2 ans. Oui, mais la logopède, elle sait rien faire si l'élargissement n'est pas suffisant et si l'automatisation ne se Hmm. fera jamais. On en revient à cette idée finalement d'intervention pluridisciplinaire. Toujours. En tout cas, on reconnaît bien les gens qui travaillent avec les enfants parce qu'on a eu le parking du bus, on Voilà. a eu le chat dans la boîte. Il faut des trucs imagés. Voilà. Même pour les parents, hein, ça Ben marche oui, oui, très bien. ouais, on comprend bien en tout cas ce qu'il en est. Bon, on en a parlé et reparlé. Martine va nous rejoindre dans le podcast. On va aborder tout ce qui est frein de langue restrictif, mais vous allez en parler tous les deux. Et on parlera peut-être des accessoires qu'on a déjà mentionnés ensemble. Donc voilà, je te propose d'accueillir Martine. Parfait, merci. Vous écoutez le petit podcast. Eh bien voilà, Martine nous a rejoint. Bonjour Martine. Donc tu nous rejoins ici pour le volet plutôt frénectomie et frein restrictif. On va aborder vraiment ce sujet-là. Mais avant ça, est-ce que ça te dérangerait de juste te présenter pour savoir un peu qui tu es? Alors moi, je suis kinésithérapeute pédiatrique. Je travaille avec Cathy chez Serenities depuis le début. Et on travaille ensemble vraiment sur toute la partie bébé. Et donc voilà, j'ai le rôle plus thérapeute manuel dans ce centre.
Super. C'est très bien que tu travailles plus sur les bébés parce qu'on va parler bébé justement. Alors la première question, parce que les freins, c'est quand même quelque chose de très discuté et de très actuel. Donc ça me fait vraiment plaisir de partager ce sujet avec vous. D'autant plus qu'on a deux personnes pour en parler en même temps. Donc la première question, finalement, c'est quoi un frein de langue ou un frein de lèvres? Et à quel moment ou comment on peut se rendre compte que ça pose problème? Ben, je vais partir de la partie buccale et puis Martine enchaînera sur la partie corporelle. Un frein de langue restrictif, le frein en fait est un résidu membraneux qui devait disparaître normalement au cours de la grossesse et aux environs de la 20e semaine maximum. Et donc cette petite languette membraneuse empêche la langue de bien se mouvoir dans tous les sens de l'espace. Ok. Et juste, je rebondis juste un instant. Cette membrane, cette petite membrane, parce que peut-être que tout le monde ne voit pas bien exactement où elle se trouve. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous montrer où c'est? Donc, Donc c'est la petite attache qui se trouve quand bébé soulève la langue. en dessous de la langue. En dessous de la langue. Ok. Et pour les lèvres, du coup? Et pour la lèvre, c'est la petite membrane, la petite attache qui est, quand on soulève la lèvre, on voit qu'il y a une petite attache qui se Ok. met Au-dessus ici. et en dessous. Et au-dessus et en dessous, et même au niveau des joues. Même au niveau des joues. Ok. Et donc, on a combien de freins au total là dans la bouche? 1, 2, 3, 4, 5. Oui. 5 freins. Ok. Merci. Donc, les freins, c'est physiologique. On doit tous avoir un frein de langue ou un frein de lèvres, mais ils ne doivent pas être restrictifs. Et quand on parle de restriction, c'est quand ça empêche le mouvement fonctionnel. Donc, exemple, au niveau de la lèvre, si le frein de lèvre supérieur est restrictif, on va avoir l'impossibilité de fermer correctement les lèvres sans compensation. Et au niveau de la langue, la difficulté pour un nouveau-né, par exemple, d'avoir une succion correcte. Ah oui, donc c'est l'impact après aussi qui pose problème. Ok. Et finalement, c'est quoi les signes? Parce que vous parlez de restrictions, mais comment est-ce qu'un parent peut se poser la question? Enfin, la parent se pose la question, mais comment est-ce qu'il peut mettre en évidence que son enfant a un frein de lèvres restrictif ou un frein de langue restrictif qui va amener finalement à l'action de consulter? Au niveau, si on prend les 2 ensemble, parce que c'est très rare d'avoir juste un frein de lèvres, restrictif et rien au niveau de la langue. Souvent, c'est vraiment la langue qui pose problème et donc dans le quotidien, dès, la naissance, on peut avoir déjà des tensions, qui amènent un enfant à ne pas bien, s'alimenter, que ce soit à l'allaitement ou au biberon, heu, avec des tensions majorées en hyperextension, par exemple, un bébé qui pleure fréquemment sans possibilité de le calmer. Hem On peut aussi avoir, des symptômes digestifs, donc trop de gaz, trop de renvoi, constipation, reflux, le hoquet. C'est vraiment tous des symptômes alimentaires dans un premier temps et puis par la suite, si ça n'a pas été diagnostiqué, ça aura aussi un impact au niveau de la diversification alimentaire et puis par la suite, le sommeil, le langage et sommeil, langage et alimentation même plus tard. Ok. Ça, c'est les symptômes chez bébé. Et les symptômes chez maman, c'est des douleurs à l'allaitement, un mamelon crevassé, un engorgement, des mastites parfois. Elles arrivent jusqu'à avoir des mastites avec fièvre, hospitalisation, etc. Un bébé qui se rejette aussi au sein. Quand on veut mettre bébé au sein, en fait, il se jette en arrière, il est inconfortable, les yeux sont exorbités. Un bébé qui est vraiment en mode orthosympathique, toujours sur le qui-vive, qui n'arrive jamais à se relaxer en fait. Une faible prise de poids aussi. Oui. Et donc là, on dit à la maman: «Oh votre lait n'est pas assez riche, on va passer au complément», mais sans aller voir vraiment ce qui se passe, Ah oui. chez le bébé. Il faut m'expliquer juste deux choses que tu as mentionnées. La première, c'est en quoi le fait d'avoir un petit frein qui me semble vraiment tout petit dans la bouche va donner comme conséquence le fait de se jeter en arrière en hyperextension. Je te pose la deuxième question directement. Quel est le lien aussi avec l'enfant qui va être plutôt agité, agacé parce qu'il a un petit frein dans la bouche? Je ne vois pas trop. En fait, la langue, elle est, donc c'est pas juste un bout de steak qui est passé dans la bouche. Il y a quand même 17 muscles dans la langue et ces muscles-là, on a, des intrinsèques et extrinsèques et ceux qui sont extrinsèques, ils ont une, attache autre part que dans la langue et notamment au niveau de l'osioïde qui se trouve ici et au niveau cervical. Et donc si la langue ne fonctionne pas bien, elle va vouloir quand même bien fonctionner parce que le but d'un enfant, c'est se nourrir.
et dormir aussi. Et donc, elle va fonctionner, mais avec d'autres muscles qui normalement ne doivent pas intervenir dans l'alimentation. Et donc, ça vient tirer au niveau cervical et donc les enfants sont plus tendance à être en hyperextension. Et donc, si la langue ne fonctionne pas bien, elle n'arrive pas non plus à se positionner correctement sur le palais et l'enfant n'arrive pas à se réconforter de lui-même. Et donc, c'est un enfant qui est beaucoup plus agité. Ah oui, pour ce biais-là. Et le fait qu'il parte en hyperextension tout le temps, il va appuyer de façon plus importante au niveau du crâne et des bébés qui développent des plagiocéphalies, différentes sortes de plagiocéphalie, mais on va avoir des bébés avec un crâne tout plat et aussi un retard moteur. On constate des retards moteurs chez les enfants qui, par exemple, vont avoir du mal à s'enrouler, du mal à se retourner parce qu'il y a le fait d'être en hyperextension, ça les empêche de bien pouvoir s'enrouler pour faire les mouvements de rotation à partir de 3-4 mois. Ok, on en revient aussi à ce que tu disais tout à l'heure avec le fait d'avoir un problème de mouvement en haut qui influence finalement toute la posture. On est dans cette même idée, quoi. Ok. Et ce problème de restriction, est-ce qu'on peut le diagnostiquer? On peut le remarquer dès la naissance? Alors, il y a des freins qui sont, il y a différentes formes de freins restrictifs et il y en a certains où vraiment visuellement, l'enfant va commencer à pleurer dans les premières heures de vie et on va déjà voir que sa langue ne va pas correctement au palais quand il pleure et on voit cette petite bandelette blanche en dessous de la langue qui restreint la langue. Donc oui, on sait le voir tout de suite, mais après, il y a un peu des freins un peu insidieux comme ça et là, alors on le verra plus avec les symptômes qui vont en découler par la suite au niveau alimentaire. Ok. Il y a des bébés qui naissent avec ce qu'on appelle les ankyloglossies complètes, c'est-à-dire une langue qui ne se bouge pas du tout. En fait, elle est vraiment collée contre le palais, on ne sait vraiment même rien passer. Ce que je regrette, moi, c'est que, enfin nous, je pense que je peux associer Martine puisqu'on travaille tout le temps en synergie, c'est que à la maternité, c'est quelque chose qui ne devrait pas passer au bleu. Et il y a des enfants qui sortent, qu'on voit, les mamans, elles sont en sang dès la première tétée. Et alors c'est, non mais vous êtes blonde ou vous êtes rousse, non mais vous avez la peau fragile, non. Et on va pas voir ce bébé sur lequel on ne sait parfois pas même passer les doigts. Donc je pense qu'il y a aussi, alors on est bien d'accord qu'il y a des problèmes de personnel dans les hôpitaux, que ça ne va pas aller mieux avec la loi de Van den Broek, etc. Mais je pense qu'il faudrait faire un examen buccal complet à la maternité. Et si à la maternité, ils ne se sentent pas capables de le faire, eh bien alors qu'ils réfèrent quand on a un bébé qui visiblement ne sait pas du tout lever la langue. Bah, tu engendres directement ma seconde question, qui était ce frein restrictif qui semble finalement important d'être détecté. Qui doit le détecter et qui doit le couper? Alors, ça devrait être détecté dès la maternité. Par les sages-femmes qui sont là ou par le pédiatre qui passe dans la chambre? Par sage-femme, par le pédiatre, par toute personne qui s'occupe de l'enfant et de la maman. On devrait avoir, quand on fait l'examen, les pédiatres, ils vont assez vite pour faire l'examen du nouveau-né, ils devraient intégrer quand même la langue. C'est quand même la base, hein. C'est ce qu'on veut, c'est qu'on peut sortir de la maternité si l'enfant prend du poids. Et par quelle manière il va savoir prendre du poids? C'est en tétant, que ce soit le biberon ou l'allaitement. Et ça commence par la langue. Donc ça devrait être intégré dès le début. Et puis après, si ça passe un peu à la trappe, c'est à toute personne qui est formée là-dedans, mais bien formée. Formé, mais après pour peut-être pour le travailler, mais je veux dire, n'importe qui, ne fût-ce que d'être au courant, même les gens finalement ici qui nous écoutent, s'ils remarquent, l'enfant a un souci de frein de langue parce qu'on voit que la langue ne monte pas, qu'il y a ce petit trait blanc, bien marqué quand l'enfant ouvre la bouche, ils pourraient déjà le remarquer, même si on ne fait pas partie de la sphère médicale, quoi. OK. Et puis c'était quoi ma deuxième question? Ah oui, c'était qui doit le couper? À quel moment et à quel moment on prend cette décision? Alors, si c'est un frein tout visible et tout transparent ou une ankyloglossie complète, on ne sait pas faire d'exercice, on ne sait pas faire de préparation avant. Donc, il faut le couper tout de suite. Mais il ne faut pas le couper au ciseau. Parce que sur une ankyloglossie comme ça, avec les ciseaux, on ne voit pas où on va. Il faut quelqu'un qui ait l'habitude de faire la chirurgie et pour moi, la meilleure façon de le faire, c'est au laser, mais pas n'importe quel laser. À l'heure actuelle, et c'est pour ça que les frénectomies ont été très fort décriées, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de frénectomies faites au laser appelé laser à diode. Or, c'est pas un laser chirurgical.
mais il est utilisé dans beaucoup de cabinets de pédiatrie, entre autres, mais encore aussi ailleurs, pour faire de la chirurgie. Or, ce n'est pas un laser chirurgical, je le répète. Et c'est un laser pourquoi alors ça? Alors, c'est un laser pour faire de la LLT, donc c'est de la Low Level Laser Therapy, c'est-à-dire pour faire toute de la biostimulation ou du travail en analgique, en analgésique, en décontraction musculaire. Un peu comme si en kiné on utilisait des TENS, tu vois, des douleurs des articulations temporomandibulaires, ça marche très bien là-dessus. Ça marche sur des stimulations de kystes. Au cabinet, on l'utilise pour de la détente et des choses comme ça, mais sûrement pas pour la chirurgie. C'est un laser beaucoup trop pénétrant et c'est un laser qui donne des dommages thermiques. Ah oui. Et les grosses craintes de beaucoup, notamment l'ONE qui a fait tout un battage médiatique sur Stop à la phrénectomie, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts dans des phrénectomies faites de cette façon-là. Ah oui. Et donc, qu'est-ce que vous utilisez, vous, là? Alors nous, on utilise un waterlace, donc on dit souvent aux parents que c'est un laser à eau, mais en fait c'est un laser qui a une affinité pour l'eau et on est sous irrigation constante. Ça veut dire que le laser c'est vraiment comme un petit stylo et on tire à distance, on ne touche pas le tissu, c'est vraiment comme si le laser était une tête chercheuse pour l'eau et comme les tissus humains sont 70% d'eau, en fait on a une espèce de vaporisation d'eau. Et donc à tout moment, en fait on contrôle la profondeur et l'ouverture du tissu. Ah oui, impressionnant. Et donc ça, on peut le faire si on a vraiment un gros frein de langue d'emblée à la sortie de la maternité, on peut le faire? Oui, nous on les voit quoi. Dès la sortie de la mat, 3-4 jours. Ah ouais. Mmh. Mais ça, c'est dans les cas vraiment marqués, on le remarque tout de suite, quoi. Où ça a été vu. Oui. Oui, ça a été vu, oui, et on est... Où il n'y a pas besoin de travail en amont. Oui. Ah, parce que parfois, on propose un travail en amont. Oui, et justement, les freins plus insidieux que je parlais tout à l'heure, c'est des freins où on a vraiment toutes les couches. Donc, il y a 3 couches dans un frein, on va dire, et elles sont toutes collées. Et donc, il faut vraiment essayer de détendre, voir si la problématique n'est pas simplement une tension buccale qui amène les mêmes symptômes qu'un frein. Donc, on va détendre l'enfant, on donne des exercices aux parents, on les revoit 2-3 semaines plus tard. Et là, on voit en fait si c'était réellement le frein qui posait problème ou c'était simplement des tensions en bouche. Et si c'est le frein, ben là, à ce moment-là, on peut faire la phrénectomie Ok. par la suite. Ok, bah, superbe. Et donc, si on prend un peu le schéma global de la prise en charge pour un frein, soit on fait d'abord un petit travail chez le kiné, et puis on passe avec le laser qui aime bien l'eau. J'ai oublié le nom complet. Et dans un second temps, ensuite, on repasse alors chez le kiné. Oui, parce qu'il y a des exercices après à faire. Parce qu'il faut bien se rendre compte, donc comme Cathy disait, ben, le frein, s'il est là, s'il est en restriction, c'est à partir de la 20e, maximum 20e semaine de grossesse. Donc l'enfant déjà, dans le ventre de sa maman, a déjà mal dégluti le liquide amniotique. Ah oui. Et donc, il faut lui réapprendre en fait à comment bien utiliser sa langue. Alors quand ils viennent avant les 3 mois, ils sont encore en réflexe de succion, donc ça va encore assez rapidement. Quand ils viennent après, ben, il faut leur redonner un peu, il faut renforcer la langue. Schéma. Et on va aussi avoir un travail purement cicatrice, donc parce que cette petite incision, il faut maintenant on aille travailler pour que la langue reprenne un mouvement vers le haut et que la cicatrice se fasse, mais bien souplement dans la longueur. Ok, donc malgré le fait qu'on ait quelque chose à base d'eau, on a quand même une cicatrice qui est présente. Il y a quand même une ouverture. Donc en fait, ce qu'on va travailler, c'est vraiment sur l'ouverture du fascia. Donc on laisse la couche profonde, donc le muscle n'est pas à l'air. Hein, donc on a une espèce de petit diamant en fait qui va se former. Et ce qu'on veut, c'est que la cicatrisation se fasse comme ça et pas comme ça. Ah oui, oui, oui. D'accord? Tu vois, dans le sens de l'allongement. Ok. Et donc, en thérapeute myofonctionnelle, elles vont vraiment travailler pour allonger ce frein. Les parents vont faire les exercices à la maison, mais il y aura un rendez-vous à J2, J7 et J21 respectivement pour avoir un suivi de cette cicatrisation par seconde intention quelque part. Ok, ok. Et l'acte chirurgical en tant que tel, quand il passe donc chez toi, ça se passe comment? Donc on travaille à deux de toute façon, donc on fait une réévaluation au départ, puis on donne aux enfants qu'on voit une petite solution de glucose concentré pour qu'ils soient un petit peu relax. On les emmaillote doublement, on descend en salle d'op avec eux, ça dure 3 minutes top chrono. Ah. Ils sont remontés et alors ils sont mis soit tout de suite au sein, soit au biberon, pour vérifier tout de suite la fonctionnalité, comment ça va, etc.
Et est-ce qu'il y a des infections à faire ou ce genre? L'infection, jamais. Ah. Le laser, il donne une plaie tout à fait stérile et donc il n'y a aucun soin invasif comme, je sais pas moi, du Isobétadine bétadine buccale ou buccale, quoi. des choses comme ça, jamais. Ah oui, OK. Et dans le cas de si on a ce que vous disiez jamais de ciseaux, pas jamais de ciseaux, vous n'avez pas dit jamais de ciseaux, vous avez dit, pas dans les gros frénectomies, pas dans les gros freins restrictifs, pardon, pas de ciseaux, mais est-ce que le ciseau dans un frein, je veux dire, plus accessible, on peut quand même, encore cette technique du ciseau et Mais en fait, ce que certaines sages-femmes font, c'est quand vraiment à la maternité, c'est dramatique, pour éviter que maman ait des crevasses tout de suite, elle donne un petit coup de ciseau et puis moi je complète la frénectomie derrière. Ok. Mais en toutes circonstances, au ciseau, c'est quasi impossible d'avoir une dissection belle et complète dans n'importe quel type de frein, sauf quand on est chez les adultes. Chez les adultes, ça va être l'inverse. On va avoir une dissection beaucoup plus fine et beaucoup plus précise au ciseau parce que on va disséquer plan par plan. Chez un bébé, on ne va pas en profondeur. On va juste en surface. Donc ciseau proscrit. oui, donc pas de ciseaux chez les bébés ou alors juste en première intention Voilà. et puis ensuite il y a quand même un complément. OK. Donc le canevas kiné, chirurgie kiné, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Parce que j'entends myofonctionnel. D'ailleurs, on aura l'occasion d'accueillir, il y a le groupe Myo-Namur, je ne sais pas si vous connaissez, qui aura l'occasion de venir aussi dans le podcast prochainement. Donc je vous invite à découvrir leur podcast qui n'est pas encore sur notre plateforme mais qui va arriver. En termes d'approche, donc kiné, chirurgie, et puis de nouveau kiné, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui rentrent dans ce canevas de prise en charge? Parce que j'entends aussi beaucoup les logopèdes qui font de la myofonctionnelle. Donc, est-ce qu'une logopède a sa place ou est-ce que d'autres personnes ont leur place dans... Parce que vous me parlez de tout un groupe de pluridisciplinaire. Oui, tout ce qui est logopède, qui font vraiment du myofonctionnel et qui s'occupent des bébés dans notre cas. Les sages-femmes ont aussi leur rôle, surtout si maman allait et qu'il faut rebooster un peu la lactation par après. Les ostéopathes, les chiropracteurs, vraiment tout ce qui est thérapie manuelle et qui s'occupe des bébés. Ok. Ok, eh ben voilà, c'est super. Je pense qu'on a une belle vision globale de la prise en charge en cas des frénectomies. J'aimerais juste terminer là-dessus. Est-ce que, parce qu'on a beaucoup parlé du frein de langue, comme quoi c'était ce qu'on voyait le plus, mais du frein de lèvres, malgré que ce soit plus rare, est-ce que le schéma est similaire? On en a fait, on ne les fait plus. D'abord parce que les cicatrisations sont parfois plus compliquées, parce qu'il faut vraiment des étirements et les parents ont du mal. C'est douloureux pour les bébés alors que les freins de langue ne le sont pas. Et puis après, la meilleure façon de faire un frein de lèvres, c'est d'attendre qu'ils aient 7-8 ans et l'éruption des incisives définitives pour pouvoir faire vraiment un beau dessin. Donc on s'est rendu compte qu'en fait, si on libérait bien la langue, le frein de lèvres n'avait pas d'impact au niveau de la prise au sein ou au biberon. Ok. Ok, donc la prise en charge majeure, c'est quand même la langue. Oui. Voilà. Ok, super. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, parce que personnellement, je trouve qu'on a fait un beau tour du frein restrictif. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose par rapport à ce sujet? Mais Martine, elle travaille beaucoup en plagiocéphalie, donc on s'est rendu compte aussi que dans les plagiocéphalies qui n'avançaient pas, ou dans le cadre de conjonctivite récidivante, le frein de joue pouvait donner un impact à ce niveau-là. Ah oui. Donc souvent, quand on a une plagio, du côté de la plagiocéphalie, on va avoir la bride. C'est pas un frein de joue, ça s'appelle une bride au niveau de la joue, et elle est souvent beaucoup plus courte ou beaucoup plus tonique du côté de la frénectomie. Et là, on libère un petit peu le frein et on a des belles améliorations au niveau de la plagio. Ah oui, donc en plagiocéphalie, il faut aussi penser à ce frein de joue. Oui. Ok, parce qu'on a parlé du frein de lèvres, Oui. de langue, mais c'est vrai que la joue, je l'avais un peu mis de côté. Ouais. Donc dans le cas d'une plagio, le frein de joue est intéressant aussi. Oui. Ok. Ou surtout, oui, dans tout ce qui est, on a un petit qui vient en retard moteur d'acquisition à la marche, par exemple, on voit qu'il se retourne toujours du même côté ou des choses ainsi. Il faut quand même toujours aller voir s'il n'y a pas des tensions au niveau buccal et notamment des freins de joue. Et parfois, en fait, en libérant le frein d'un côté, vu qu'il y a des attaches crâniennes, donc c'est pour ça qu'il y a des répercussions au niveau plagio, eh ben souvent, ça fait un boost au niveau de la rééducation. Ah oui, super intéressant. Ah bah merci. Ah ben, en tout cas, merci Martine de nous avoir rejoints dans ce podcast. On aura l'occasion de te découvrir dans ton podcast à toi. On fera le tour de tout ton panel de prise en charge en tant que kiné pédiatrique. Du coup, je crois que tu vas nous laisser parce qu'on va terminer notre podcast avec Cathy, parce qu'on a encore quelques questions pour Cathy et on aura le plaisir de te découvrir du coup ultérieurement. Ok, avec plaisir. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Au revoir. Vous écoutez le petit podcast.
Eh bien voilà, Cathy, nous revoilà de nouveau à deux. Martine s'en est allée. J'ai encore deux, trois questions à te poser avant de clôturer. On va parler principalement langage et sommeil. J'aurais voulu juste un petit aspect par rapport au langage. Quels sont les problèmes et les problématiques qu'on peut retrouver sur l'évolution du langage chez l'enfant par rapport à ces freins qu'on a parlé avec Martine ou par rapport à d'autres problèmes orthodontiques qu'on peut retrouver et si l'intervention d'une logopède pouvait être intéressante dans ce genre de prise en charge. Oui, bien sûr. Et donc, dans l'esprit du travail en équipe et de la prise en charge globale de l'enfant, moi, je dirais que dans les rééducations myofonctionnelles, on commence d'abord par la kiné pour renforcer le muscle et on termine par la logopède pour vraiment affiner tout ce qui est, mais justement, son, etc. Donc, typiquement, les enfants qui ont des freins de langue vont avoir un chointement ou un zozotement, une difficulté avec les S, les CH, mais aussi parfois avec les L ou les N. Ce sont on a une petite fille, par exemple, suivie avec Martine. Avant la phrénectomie, elle ne savait pas dire lapin. Et juste après la phrénectomie et une séance, elle disait lapin tout à fait parfaitement. Donc, c'est vraiment des choses. Alors, chaque enfant, évidemment, est individuel, mais il y a vraiment des prononciations qui sont typiques d'un frein restrictif. Maintenant, on peut avoir quelqu'un qui a un chointement sans forcément avoir un frein, hein, mais avoir une mâchoire trop étroite, etc. Ou à la limite d'avoir eu un problème neuro, on va dire, mais dans une prise en charge, on va dire normale, et il n'y a pas de connotation dans ce que je dis, la plupart du temps, des difficultés de prononciation, c'est une mâchoire trop étroite et ou associée à un frein restrictif. Ok. Et par rapport au volet sommeil, tout à l'heure, tu nous expliquais qu'il y avait aussi des problématiques au niveau du sommeil, notamment dues à cette respiration buccale. En quoi la respiration buccale engendre d'office un mauvais sommeil derrière? Mais parce que la ventilation et l'oxygénation ne vont pas être les mêmes. Donc, dans un sommeil normal, la langue étant au palais, j'ai dit tout à l'heure, le couloir respiratoire est complètement dégagé. Par contre, si la langue n'est pas fonctionnelle, avec frein ou sans frein, s'il y a une conjonction des deux choses, mais en fait, quand l'enfant ou l'adulte va être couché, la langue va descendre dans la gorge et elle va obstruer une partie du couloir respiratoire. On a deux cas de figure, ce qu'on appelle les apnées. Donc, le couloir respiratoire se collabe complètement. Et là, le cerveau fait un on-off, c'est-à-dire, hop, je ne respire plus, plouf, je me réveille. Et ce sont ce qu'on appelle des micro-réveils, dont le passant, l'enfant ou l'adulte n'est pas forcément conscient. Et ça s'appelle un sommeil fragmenté, en gros. Ou alors, on a plus insidieux et plus fréquent chez les enfants et chez les femmes plus jeunes. On a ce qu'on appelle une hypopnée. Et une hypopnée, c'est quoi? C'est un couloir respiratoire qui se réduit, mais qui ne se collabe pas complètement. Et là, le cerveau met un certain temps avant de réagir et de s'adapter. Et il va s'adapter quand le taux d'oxygène va diminuer dans le sang, puisqu'on va moins bien respirer. En fait, la respiration, la ventilation n'étant pas correcte, le taux d'oxygène dans le sang va diminuer et le cerveau, lui, il va se rendre compte quand il y aura 2 ou 3% de cet oxygène qui va être perdu. Et le gros problème à ce moment-là, quand on a une perte d'oxygène, donc une désaturation, c'est que le cerveau va faire une réaction en mode combat, c'est on va augmenter le système respiratoire et le système cardiaque. Donc on va faire un effort respiratoire et un effort cardiaque. Et les hypopnées sont plus délétères, donc elles sont plus graves, puisqu'elles entraînent une fonction cardio-respiratoire qui va être augmentée. Les enfants vont souvent un effort cardio-respiratoire. Et donc, le conseil aux parents, c'est d'aller voir comment les enfants dorment dans leur lit, dans quelle position. Est-ce qu'ils sont en hyperextension comme ça? Est-ce qu'ils sont la bouche grande ouverte? Est-ce que, par exemple, ils bavent? Est-ce qu'il y a des traces blanches sur l'oreiller qui prouvent qu'ils bavent? Est-ce qu'ils font encore pipi au lit? Un pipi au lit, une énurésie qui ne sait jamais, ils sont propres de la journée, mais ils sont jamais propres de la nuit. Ou aux plus grands, ils doivent se lever pour aller faire pipi. Il faut leur laisser un biberon ou une gourde dans la chambre pour pouvoir boire. Et alors, quand ils sont bouche ouverte, est-ce qu'ils ronflent? Et quand ils sont vraiment bien comme ça, on voit vraiment parfois qu'il y a du tirage, on voit vraiment qu'il y a un effort respiratoire. On entend vraiment,
qui ne soient pas, alors qu'ils ne soient pas spécialement enrhumés, hein. Ils font vraiment un effort respiratoire, c'est audible. Un sommeil normal chez un enfant, c'est bouche fermée, respiration nasale à peine audible et un enfant qui ne bouge pas. Un enfant qui remue beaucoup, qui tombe du lit, qui se découvre, qui se retrouve à l'envers, etc. Ce sont toutes des signes d'un sommeil qui n'est pas normal. Il transpire beaucoup du cuir chevelu, toutes des choses comme ça. Ah oui, bah, c'est vrai que après l'explication ici, on peut se rendre compte que c'est soit ces apnées qui provoquent des réveils intempestifs ou une hyperactivité respiratoire et cardiaque. On peut bien se rendre compte de la fatigue finalement que l'enfant peut ressentir le matin, de ce que tu parlais par rapport au TDAH. Et souvent, en fait, c'est très compliqué dans la société actuelle que les enfants aient vraiment leurs heures de sommeil. Hein. Dans la petite enfance, ils devraient encore avoir une sieste relativement tard. Or, souvent, à partir de la deuxième maternelle, peut-être parfois, ils ont déjà plus leur sieste. Or, ils en ont besoin. On est des animaux biphasiques, donc on devrait tous dormir, y compris nous, 40 minutes avant 15 heures, avoir une sieste de 40 minutes avant 15 heures, parce que on est biphasique, que la société industrielle a éliminé ça. D'ailleurs, dans les grandes sociétés comme les sociétés GAFA, Amazon, etc., pour ne citer qu'eux, ils ont mis au point maintenant un système où tous les ouvriers employés ont leur sieste obligatoire. Ah ouais. Pour justement potentialiser, alors eux c'est dans un but de rentabilité, on est d'accord, mais nous on devrait tous avoir un système où on peut avoir 40 minutes de pause. Ok. Tu nous parlais de Jean-Benoît Martineau, Oui. qui lui c'est quoi Donc son- il est pneumologue, pédiatrique et somnologue et il fait passer les tests du sommeil, donc ce qu'on appelle les polysomnographies aux petits enfants. Ok, super intéressant. Mais voilà, si Monsieur Martineau serait intéressé de passer dans le podcast. Je suis sûre qu'il serait intéressé. Ça va, je lui en parlerai. Eh bien, un grand merci. On va terminer avec deux petites questions plutôt générales. Quels seraient les conseils finalement que tu donnerais aux jeunes parents pour garder un œil sur le bon développement bucco-dentaire de leur enfant sans tomber dans l'hypervigilance? Alors je dirais une bouche fermée, pas de tutute, pas prolonger les biberons, une alimentation équilibrée, pas trop de sucre, pas trop d'écran et un sommeil suffisant de qualité suffisante. D'accord, au moins c'est très clair. On a bien compris, un grand merci. Et dernière question, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Alors, mon rêve absolu, ce serait de pouvoir continuer avec Elsa, de pouvoir aider les équipes et de pouvoir aider à former des équipes pluridisciplinaires, à toucher le maximum de professionnels de la santé et à se rendre compte, en fait, combien la ventilation et le sommeil sont fondamentales de l'enfance à l'état adulte, mais essayer d'éviter des dérives médicamenteuses, mais avant tout, c'est d'ouvrir les esprits au maximum. Ok. Bon, ici, on ne formera pas les gens aussi bien qu'avec Elsa, mais en tout cas, j'espère que le petit podcast apportera ne fût-ce qu'un grain dans ce projet qui est d'étendre en tout cas les connaissances de la plupart des gens. Magnifique. Un grand merci pour ta présence aujourd'hui. Ça nous fait vraiment plaisir de t'accueillir. Merci à toi de m'avoir invité. Mais je t'en prie, c'était très intéressant avec beaucoup de conseils, beaucoup de choses sur lesquelles on entend toujours un peu de vagues explications, mais là au moins les choses sont claires et ça me fait très plaisir de t'avoir avec nous. Merci à vous également pour l'intérêt que vous portez sur le podcast. Vous êtes de plus en plus sur la page. N'hésitez pas à partager un maximum, à vous rendre sur Instagram, Facebook, TikTok et pour la version longue du podcast, évidemment sur YouTube et Spotify. N'hésitez pas également à en parler autour de vous parce que c'est comme ça qu'on fait vivre le podcast. Et pour terminer, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour une question ou autre chose. On n'hésitera pas à vous répondre. Voilà Cathy, je te laisse et un grand merci encore une fois. Merci.